C'était le fait de me dire « mais je vais jamais y arriver en 24 heures ». Bonjour, je m'appelle Léandre et aujourd'hui je vais vous partager pour la première fois mon ascension du Kilimandjaro que j'ai faite en 2022 en 19h40 sans acclimatation et sans manger. Ça fait longtemps. Hein. Ouais, ça fait longtemps, ça fait presque 4 ans. Pourquoi j'en ai jamais parlé avant? Je pense qu'il y a 2 raisons. Une, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui était avec moi et qui n'a pas réussi, et il n'en a jamais parlé. Et je voulais pas trahir sa confiance, jusqu'à que je me rende compte que c'était mon expérience, et que c'était à lui de le partager, parce que c'est bien de partager ses succès, mais aussi ses échecs. Et la deuxième raison, c'est que j'ai une mission qui est de partager la méthode Wim Hof, et j'ai littéralement risqué ma vie pour ça, et je veux pas encourager les gens à le faire, même si c'est une super expérience. Mon objectif, c'est de prôner la santé et je ne conseillerais pas d'essayer de le faire dans ces conditions-ci. Le Kilimandjaro, on le fait de 5 à 9 jours. Et on va dormir pour justement faire des paliers pour que le corps puisse produire des globules rouges, s'acclimater et continuer à monter. Et normalement, avant Wim Hof, on pensait que c'était impossible de le faire d'une traite sans acclimatation. Et pour ça, il y a des techniques, soit on le fait en plusieurs jours, le Kilimandjaro, de 5 à 9 jours, soit on s'acclimate, et avant, c'est ce qu'ont fait d'autres personnes qui l'ont fait plus rapidement que moi. Par exemple, il y en a qui vont au Népal ou en Bolivie, ils vont se mettre en altitude pour acclimater leur corps, et du coup, on n'a pas ce qu'on appelle, en français, c'est le mal de la montagne, je sais plus comment on dit, altitude sickness. Et c'est quelque chose qui est très puissant, parce que tout simplement, plus on monte, moins il y a d'oxygène, et le corps, sans oxygène, il a du mal à fonctionner. Pour vous donner une idée, vous savez sûrement, si vous suivez cette chaîne, que Wim a battu des tonnes de records. Et il m'a dit, Léandre, le Kilimandjaro, le point culminant est à 5900 mètres. Il m'a dit, Léandre, de 5000 à 6000 mètres, prépare-toi à l'enfer. Et quand un homme comme Wim, vous dit ça, je me dis, attends, pour lui, 1 heure de bain glacé, c'est facile. Donc c'est quoi qu'il appelle l'enfer? Eh ben c'est tout simplement le manque d'oxygène. Et ça, du coup, je l'avais jamais expérimenté jusqu'à la montée. En fait, je me suis entraîné surtout mentalement et physiquement, mais justement, je voulais pas m'acclimater. De toute façon, j'ai pas fait de montagne au-dessus de 2700 mètres. Il faut savoir que avant mai 2022, j'étais jamais monté en montagne, j'avais jamais fait vraiment de randonnée ou quoi que ce soit. Et j'habitais avant à Saint-Étienne, donc c'est assez haut, mais c'est pas de la haute montagne. Et on a commencé le Kilimandjaro, le plan, en 2020, parce que Wim voulait le faire en moins de 24 heures avec un groupe, et à cause du Covid, ça a été annulé. Et donc j'avais arrêté de m'entraîner, et en mai 2022, j'ai changé de maison, je suis arrivé dans la région, dans les Hautes-Alpes, là où je suis maintenant, et j'ai commencé à faire quelques randonnées, j'en ai fait 11. Je fais 11 randonnées en moyenne montagne, donc sur des 2000 mètres, on va dire. Je me suis entraîné comme ça, j'ai fait de la corde à sauter, respirer à fond et prendre vraiment soin de mon corps et surtout de mon esprit. Je crois que mon plus gros entraînement mental, c'était le pourquoi je faisais le Kilimandjaro. Et comme j'ai dit, Wim, il en avait parlé, on devait le faire en moins de 24 heures avec un groupe, parce que Wim l'a fait en 30 et quelques heures avec un groupe. C'est d'ailleurs un record du monde, ça n'avait jamais été fait. On prenait Wim pour un fou. En plus, c'était des personnes, certaines avaient des conditions. Il y en avait qui avaient, par exemple, la maladie de Crohn, il y avait de l'arthrite, enfin bon bref. Et il avait réussi à monter un groupe en moins de 2 jours, ce qui pensait être impossible. Et en fait, le premier entraînement que j'ai eu, je crois que c'est d'y croire et d'avoir fait une promesse à Wim. On était tous les deux, on était en Espagne, et il en parle de cet événement, c'était en 2019. Et il me dit, il m'interpelle, il me dit « Léandre, je veux que tu sois le leader de l'expédition ». Alors que j'avais jamais fait de montagne. Et je le regarde et je lui dis juste dis-moi la couleur du short. Et il m'a dit celui que t'as, et c'était un short orange. Et du coup, je l'ai fait avec ce short orange. Et ça, je crois que c'était la préparation mentale de poser mon intention. Et la deuxième préparation mentale, c'est que ce qui m'a motivé après, une fois que ça a été annulé, le Kilimandjaro à cause du Covid, c'est que c'était lié avec une association pour les Maasai, pour construire des puits, pour donner de l'eau aux animaux et aux Maasai. Et je leur ai promis que j'allais amener beaucoup d'argent, et donc je me suis engagé, et j'ai fait une collecte de fonds, et je crois que la première année, parce que j'ai fait 2 fois le Kilimandjaro,
première année, je crois que j'avais monté peut-être 15 ou 16 000 euros en disant que j'allais faire le Kilimanjaro en moins de 24 heures. Donc il y avait cette préparation de je veux pas décevoir. Kilimanjaro with the team. Look at this gangster team. Quand on veut faire le Kilimanjaro, on doit contacter une compagnie. Une compagnie, là en l'occurrence, c'était Mega Adventure. Et du coup, on a des guides. C'est comme, si vous voulez, une agence de voyage, et on a des guides qui sont là-bas, qui sont d'ailleurs des sacrés héros, et ils vous font le plan. Le Kilimanjaro, ça se divise en 4 parties, on va dire, 5. La première, c'est la porte, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est la porte d'entrée du Kilimanjaro, où on doit signer un papier, et d'ailleurs, on doit leur dire en combien de temps on doit faire. Pour la petite histoire, j'avais mis 48 heures, ils étaient là, non. Bref. Donc il y a la porte d'entrée. Ensuite, je crois que c'est à environ... Donc ça, c'est à 1800 mètres. Après, il y a une première hutte, je crois que c'est Marengo. C'est à 2700. Après, il y en a une qui s'appelle Orombo, qui est à 3700. Après, il y a Kibo, qui est à 4700. Ensuite, il y a le sommet, qui s'appelle Gilmile Point, qui est à 5600. Et après, il y a le vrai sommet, qui s'appelle Europeak, et qui est à 5895. Et donc, les guides te font un plan avec des sortes de temps de passage, et normalement, tu t'arrêtes et tu dors, et tu manges dans les huttes. Moi, j'avais pas pris cette option-là, j'aurais dit, je peux pas manger. Vous avez quand même amené de la nourriture pour l'autre personne qui était à côté de moi. Moi, je leur ai dit, je veux pas manger, même pas m'arrêter. Et d'ailleurs, j'avais à aucun moment besoin de m'arrêter. Here we go. 4. They didn't want us to go bare-chested, but we will remove afterward. All the love, all the power. J'avais pas de vêtements, mais Wim m'avait dit d'en prendre, puisqu'il y a un moment pendant la nuit où c'est quasiment impossible sans vêtements. Enfin, justement parce qu'on doit attendre dans une hutte, et je veux pas trop rentrer en détail à ce niveau-là, mais quand on a froid et qu'on rentre dans une hutte qui est... Alors, il y en a une qui est pas chaude, mais on va dire elle est à 15 degrés, ça fait une différence de température. Les vaisseaux sanguins s'ouvrent et on a ce qu'on appelle un afterdrop, donc on a des chutes de température, et du coup, c'est bien de s'habiller. Et de toute façon, il y a eu un passage pendant la nuit où, heureusement que j'avais des vêtements, mais j'avais aucun équipement. J'avais un coupe-vent Décathlon avec des trous. J'avais mis 2-3 épaisseurs, j'avais un gilet que je mets souvent en sorte de peau de mouton, là, et j'avais un t-shirt en dessous, et puis terminé. Et normalement, on doit les donner au guide, et ils nous attendent à la hutte qui s'appelle Kibo, justement. Ils nous attendent là avec des extra vêtements, quoi. Et moi, j'ai fait jusqu'à... Au moins 4000, j'étais torse nu. Je me suis habillé, du coup, entre 4000 et 4700. Et après, à 4700, quand j'ai dû attendre l'autre personne, j'ai eu hyper froid, et les guides m'ont dit, un des guides, qui s'appelle Samson, m'a dit « J'ai un ami qui est mort d'hypothermie, je ne laisserai pas ça arriver ici, donc soit tu t'habilles, soit on arrête tout. » Et il ne voulait pas que j'attende l'autre personne, et donc j'ai mis pas mal d'habits. Même, je crois qu'il m'avait un pantalon, ça je ne me rappelle pas que j'avais un pantalon, mais je sais qu'à un moment, il m'a amené un pantalon, et quand je suis reparti de la hutte, je leur ai dit, s'il vous plaît, j'ai fait la promesse. Au moins, on enlève le pantalon, mais j'ai gardé à un moment un coupe-vent. Et après, j'ai fini en short et avec juste un t-shirt et un gilet. Voilà. Et bien ce gilet. I make it all bare-chested. I will stay bare-chested. And I think I will have some clothes on the next hut. Je savais que j'allais devoir partager la mission, ou j'avais choisi de partager la mission de Wim. Et quelque part, je pense que je voulais un peu... C'est facile de parler, mais je voulais avoir vécu ce qu'il a vécu. Et je pense que le fait de faire ça, j'ai vécu 1% de ce qu'il a souffert sur ses records. Parce que Wim est humain, et pour faire ça, la première fois qu'il l'a fait, Wim, il est parti, son objectif, je crois, c'était 3 jours ou 48 heures. Il est parti en sandales. Il y a la vidéo, allez voir sur sa chaîne, il y a une vidéo, il part en sandales, et il ne sait même pas si c'est faisable. Donc imaginez la souffrance, que ce soit physique ou mentale, et je pense que je voulais vivre ça, parce que je faisais un truc qui n'avait jamais été fait. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais personne qui l'a fait sans acclimatation, enfin je crois en tous les cas, avant moi, dans ces temps-là.
Je crois que le record du monde du Kilimanjaro, je crois maintenant c'est 6 heures, mais ils sont acclimatés, ce qui change tout. Parce que la difficulté, c'est pas la randonnée, encore une fois, c'est la respiration. Mandara Gate, 2 hours, 700 ascent. Juste avant de partir, genre 1 heure de respiration Wim Hof. Donc je sais pas combien ça fait de rounds, mais plein de respiration. Du moment où je suis parti, j'ai que respiré. Je me suis concentré que sur ma respiration. Donc c'était des fois par le nez, la bouche, comme dit Wim, n'importe quel trou. Mais je respirais plus que ce que j'en avais besoin. Et j'ai pas parlé de quasiment de toute la montée, sauf quand j'ai pris 4 vidéos. Donc tout le long, j'ai respiré. Et à chaque hutte, je me suis arrêté et j'ai fait des rounds parce que j'avais un saturomètre. Donc c'est quelque chose qu'on se met sur le doigt qui mesure notre pourcentage d'oxygène dans le sang, quoi. Et normalement, on est à 96, entre 96 et 98. Et là, tu le vois descendre. Et quand tu es en dessous de 80, c'est pas bon. Et du coup, il faut vraiment respirer pour le faire remonter. Et donc, à chaque hutte, je le faisais remonter. Et après, ça remonte pas à 96. Peut-être j'étais à 90, après à 85. Mais au moins, ça remontait. Et après, il a gelé, donc je savais plus. Je l'ai fait à l'œil, on va dire. Mais après, c'est très simple. Comme dit Wim, ressentir, c'est comprendre. Quand tu ressens que tu n'as plus aucune énergie, je savais que c'était pas parce que j'avais pas mangé, c'est juste parce que tu n'as plus d'oxygène. Et donc, je m'arrêtais, je respirais. Et dès que je ressentais que ça allait, je me relevais et je continuais. Hey, I do also with the GoPro because I don't know how it works. I'm not a filmmaker, but it's amazing. Like, we are in the second hut, so we are at 3700. La première, il me semble que je faisais des rétentions. La deuxième, je faisais plus de rétentions déjà. Et la troisième, c'était très difficile de faire des rétentions de toute façon. Mais j'ai vraiment ressenti les effets de l'altitude à la troisième hutte qui s'appelle Kibo. Et je crois qu'il m'a fallu peut-être 1 heure pour faire remonter ma saturation. Et d'ailleurs, c'est là où je me dis, là, ça va être difficile d'attendre l'autre personne, parce que j'ai mis 1 heure à faire monter ma saturation, du coup là, c'est vraiment le moment d'y aller. Et ça se mêle avec le fait d'avoir froid. Parce que de la manière dont je l'ai fait, j'avais pas accès aux chambres, j'avais juste accès à une sorte de cuisine, si je me rappelle bien, avec une sorte de porte battante, où, je me rappelle, le comptoir était gelé. J'étais assis sur un comptoir qui était gelé. Et donc je respirais. I am at Kibo. I'm waiting for Sanjay. He's a little bit slower. On part à 1800 mètres. Au début, c'est une jungle. C'est facile, c'est juste beau. Et ça, je crois que j'ai mis 2 heures pour faire de 1800 mètres à 2700 mètres. Et là, on a plutôt chaud d'ailleurs, c'est une jungle un peu tropicale, il y a même des singes. On arrive à la première hutte à 2700 mètres. Jusqu'ici, tout va bien. C'est facile, tout le monde fait la fête. Moi, j'étais concentré. Ensuite, de cette hutte, donc de 2700 mètres à 3700 mètres, là, ça commence à devenir difficile. Et surtout, il y a la nuit. Et il fallait déjà que j'aille vite dans la jungle parce qu'ils ne voulaient pas qu'on soit dans la nuit dans la jungle. Et je suis parti à 4 heures de l'après-midi. Donc, on va dire à 6 heures du soir, j'étais dans cette première hutte. Je me suis à peine arrêté, une petite respiration. Ensuite, je suis parti. Donc, ça devait être 6 heures du soir. Et si mes souvenirs sont bons, la deuxième hutte, j'y suis arrivé en genre 6 heures. Donc 4 heures de marche en plus, 4 ou 5 heures, et on arrive à 3700 mètres. Là, on s'arrête, on mange. Moi, je mange pas. Je me sens super bien. C'est la nuit. Je me rappelle plus quelle heure c'était, mais c'était tard dans la nuit. Et ensuite, de 3700 mètres à 4700 mètres, là, ça devient très compliqué. Mais si mes souvenirs sont bons, mes souvenirs sont bons, c'est à 4005, donc juste, je voyais la hutte, c'est là où ça a commencé à avoir le mal des montagnes. Donc les symptômes, je vous dis, c'est nausée. D'un coup, on ne peut plus respirer, ça fait... Et j'ai mal à la tête, j'ai les tempes qui tapent. Et je me rappelle, je marchais avec mon guide, tout allait bien, et d'un coup, je lui dis polé polé en swahili, c'est doucement, doucement, parce que d'un coup, j'ai dû sortir mes bâtons, je crois qu'il en avait. Et là, d'un coup, je me suis dit, mince. Et là, je commence à réaliser, je crois que j'étais à 10 heures de montée. Je me dis, attends, mais maintenant, au rythme où je vais, comment je vais arriver en moins de 24 heures en haut? Parce que là, tu commences à faire des calculs, j'aurais pas dû, mais c'est ce qui se passe dans mon cerveau.
Et là, ça commence à être difficile. Et à 4700 mètres, du coup, quand je m'arrête dans cette hutte à Kibo, il me semble, il faudra regarder sur les vidéos, mais j'en suis à 11 heures. Donc, il me reste 13 heures pour faire de Kibo, donc 4700 mètres, à Uropic, le pic, donc c'est pour faire 1200 mètres de dénivelé. C'est normalement hyper facile. Le problème, c'est que je marche à 2 à l'heure parce que j'ai plus d'oxygène, et ça commence à monter. Avant, la montée, elle est OK, et après Kibo, bah, ça commence à être un dénivelé qui est à pic. Et donc, on est obligé de serpenter comme ça, et en fait, t'as plus d'oxygène. Donc, c'est la première fois que je sentais le manque d'oxygène, et c'est juste, bah, en fait, t'as pas d'énergie. Et plus tu montes, moins t'as d'énergie. Pour vous donner un ordre d'idée, à, on va dire 5200 mètres, on va dire d'altitude, on est sur ce pierrier, donc c'est un chemin en pierre, et ça fait comme des graviers. À chaque fois que je marche, je m'enfonce et je recule. Et pour faire, on va dire 20 mètres, je mettais genre 5-10 minutes. Et chaque fois que je voyais une pierre, j'avais mon sac à dos, et je m'arrêtais et je me mettais sur le dos comme ça, et Samson, il m'appelait la tortue, parce qu'au final, je marchais tout doucement, et dès que je me mettais sur ma carapace, et je m'allongeais pour pouvoir respirer, et pouvoir repartir, refaire 10 mètres. And here we are with my guide, Samson, more than a guide, a friend and an inspiration, because the real hero is him. And look at the view. Now press here, please, Samson. Yeah. We're at 5,000 meters with my other brother, Emmanuel. Et là, j'ai commencé à faire des calculs, à me dire, c'était même pas la difficulté, c'était le fait de me dire, mais je vais jamais y arriver en 24 heures. Et en fait, bah, j'ai continué. Et à 18 heures, il commence à y avoir des gros rochers. Et ça fait comme une sorte d'escalier, mais en rocher. Et pour en monter un, c'est galère. Et tu dois respirer à chaque fois, parce que chaque petit mouvement devient un énorme mouvement. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je m'appuyais sur un rocher, je respirais. Je me disais, ah c'est bon, ça va. Si je me relevais trop vite, ben, je me disais, ah bah non, ça va plus. Il fallait que je respire et me relever. Juste de faire un squat, ça commence à être un challenge énorme, juste pour faire un squat. Et donc, on monte ces dernières pierres, et à un moment, on voit un écriteau qui s'appelle Gilman Point, et il y en a plein qui appellent ça le sommet. Parce qu'au final, ils prennent la photo devant, on voit le sommet, on voit la vue magnifique sur du haut du Kilimandjaro, mais en fait, c'est pas le point le plus haut. Et j'avais fait promettre au guide, souvent ils te disent « Oh, c'est bon, tu peux t'arrêter là, en fait, c'est comme le sommet. » Et moi, j'allais dire « Oui, mais j'arrive jusqu'en haut. » Donc, je voulais pas prendre de photos ici, je leur dis au guide, j'étais pas en mode célébration, je dis « C'est pas fini, on continue. » Donc, évidemment, ils m'écoutent pas, ils me prennent des photos, mais si mes souvenirs sont bons, c'était à 18h et quelques. Et après, j'ai commencé à me dire ah, « C'est bon, je vais y arriver. » Parce que de ce point qui s'appelle Gilman Point au sommet final, il y a 300 mètres de dénivelé, et on le voit, ça monte plus à pic. Et je me suis dit, si j'ai fait tout ça, c'est pas pour arrêter maintenant. Alors je vous dis pas que c'était simple, mais j'y suis allé tout doucement. Et en plus, il y avait un des guides, Emmanuel, qui m'avait pris mon sac à dos. Et je voulais pas lui donner mon sac à dos, et juste vers la fin, il m'a dit, c'est rien pour moi, pour toi, ça fait toute la différence. J'ai dit oui, et je voulais pas. Et après, j'ai réfléchi. En fait, eux, ce qu'ils voulaient, c'était aller manger, parce que pour eux, c'est facile la montée. Et je me suis dit, attends, je suis en train de les ralentir. Et ça m'a convaincu de lui filer mon sac à dos, et pour lui, franchement, c'est rien. Ça me fait halluciner d'ailleurs, mais pour lui, c'était rien. Et donc, sur les 300 derniers mètres, j'avais pas mon sac à dos. Je marchais tout doucement, et je savais que j'allais y arriver. Je pense que là, je doutais plus. Et après, ça fait une sorte de faux plat, comme ça, et ça devient que des pierres, on voit les glaciers. Et là, je vois le pic, Uropic. Et donc, je suis en short, j'ai juste mon gilet. C'était environ 11h du matin. Et je vois le panneau, j'arrive, je me pose. Si mes souvenirs sont bons, j'enlève mes gants. Et je regarde ma montre et je me dis, ah, 19h, c'est bon en fait.
Donc j'envoie une vidéo vite fait à Wim. 19 hours, Wim. Je me mets à pleurer parce que c'était même pas l'émotion du fait d'y arriver. C'était pas ça, c'était le fait de... Il y avait plein de trucs qui relâchaient, le fait qu'il y a eu des personnes qui voulaient se mettre avec moi et je leur ai dit que c'était difficile. Et au final, j'ai pas été entendu. Il y avait le fait que je voulais que ça soit une victoire un peu collective. Là, j'ai pas eu l'impression que je pouvais fêter ça. J'ai juste un peu mon corps qui a lâché, je dirais. Et mon mental, on va dire, j'ai commencé à pleurer. Et le fait rigolo, c'est que à la fin, donc on est à 5900 mètres, donc l'oxygène c'est moins 50%, donc je respirais. Dès que j'ai pleuré, j'avais plus besoin de respirer. J'avais plus besoin de faire n'importe quelle respiration, je me sentais libéré dans mon corps. Hello everyone. As you can see, I'm at the peak of Kilimanjaro. It took me 19 hours, 20 actually, almost 20. Quand je suis arrivé en haut, ça faisait 19h43, et j'avais vraiment pas pensé qu'il faut redescendre jusqu'à 3700 mètres. Donc on est à 5900, donc il y a 2000 mètres de dénivelé négatif. Et ça va la redescente. Surtout que j'ai pleuré, comme je vous dis, c'est la respiration la plus facile. Et là, il y a plein de choses qui se mélangent dans ma tête. Ça, je me rappelle plus trop, mais il y avait cette histoire que est-ce que je devais célébrer, est-ce que je devais pas célébrer. Ensuite, à 3700 mètres, il y a Orombood, donc on s'arrête pour dormir. J'ai fait ma respiration Wim Hof, j'ai fait des pompes, et je suis reparti. Alors j'avais très mal à la cheville, j'ai une cheville qui déconne. Et à 2700 mètres, il y a donc la première hutte, bizarrement, il y a le Wi-Fi, et j'envoie une vidéo à Wim en lui disant j'ai réussi en 19h43, tout ça. Il me répond instantanément, il me dit « Bloody great. It's gonna echo in the world, but let's get back to work, we have bigger mountain to climb. » Je fais la traduction, même si je pense que vous avez compris. Il me dit « Oh, c'est super, ça va écho dans le monde. » Et j'en ai jamais parlé, donc ça n'a pas écho tant que ça. Et après, il me dit « Mais retourne au boulot, on a d'autres montagnes à gravir. » Et ces montagnes dont il parle Wim, c'est justement de faire, nous, attention à notre santé pour aider les gens à être en meilleure santé. Et c'est aussi pour ça que j'en avais pas parlé trop du Kilimanjaro, parce que au début, je commençais à avoir plein, et c'est souvent des hommes, qui viennent « Oui, on va faire le Kilimanjaro, on va y arriver, on va monter au sommet. » Et c'est pas du tout ça que je veux transmettre. Dans nos stages, je veux que n'importe qui puisse venir. S'il y a des personnes qui sont, je sais pas, en surpoids, qui ont mal à la jambe, quelles que soient leurs conditions, je veux qu'ils viennent au stage et que je ne devienne pas un truc de performance. Et voilà, donc c'était marrant cette anecdote du message de Wim. Et quand je suis arrivé, du coup, on n'a pas célébré, puisque l'autre personne n'avait pas réussi. Et j'ai juste, le soir, j'ai fait un post sur Instagram, si je me rappelle bien. Et c'est tout. Après, j'ai quasiment pas célébré, pas partagé. Et au final, maintenant, je le regrette absolument pas. C'était une belle expérience pour moi, pour me montrer à quel point ce que dit Wim est vrai, qu'il y a un moment donné, il n'y a plus de technique. C'est juste il dit « breathe and believe ». À quel point tu as envie de respirer et à quel point tu crois en ce que tu fais. Et ça m'a montré aussi jusqu'à quel point le corps peut aller dans le froid. Et sur la redescente, j'ai oublié un truc. Je me dis, jamais je le referai, parce que la douleur d'avoir mal à la cheville pendant 11 heures de descente, la dernière descente après la nuit, c'était 11 heures, et je me suis dit, je le refais jamais. Je finis le Kilimanjaro, après on va chez les Maasai, du coup on va dans l'association qui s'appelle Back to Nature. Donc c'est un Maasai et une Hollandaise qui font des miracles pour la nature. Et on fait un feu de camp et ils me remercient de ce que j'ai fait. Grâce à moi, ils ont pu construire un puits. Et ça, je suis vraiment fier de ça. Et je suis le dernier à parler. Je me dis, tais-toi, Léandre, tais-toi, Léandre, tais-toi, Léandre. Et au moment où c'est à moi de parler, je dis, je reviendrai l'année prochaine. J'amènerai des gens et j'amènerai encore plus de sous pour votre association. Je dis, mais t'es con. Du coup, quand je rentre, Anna me dit,
moi j'ai envie de le faire et je lui promets qu'on le fera l'année prochaine et que je resterai avec elle. Et du coup on l'a fait, on l'a refait et j'ai refait le Kilimandjaro, mais ça sera pour une partie 2 ou si ça vous a intéressé celle-là. Et comme ça je pourrais vous dire ce que c'était sur l'expérience avec d'autres personnes. Et puis, je crois que c'est tout. Guys, thank you very much. You see our third bowl here. Thank you for your donations. It's going to bring back life to this community. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui m'écoute jusqu'à présent. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je crois que c'est plus dur pour moi de faire ça que le Kilimandjaro. Je peux te le mettre au niveau de la caméra, comme ça je regarde toi et la caméra en même temps. Ouais. On reprend, il y a eu Blooper Paola, elle avait plus de... C'est quoi, le storage de ton téléphone? J'ai parlé trop longtemps, peut-être. Magunja